merci d'être là. Donc il ne s'agit pas du tout d'un cours, mais d'un échange. Pour moi, ma conception du cinéma, c'est, même si on est dans quelque chose qui est de l'ordre du geste de l'artisan, c'est quand même une famille qui chemine, une famille ou en tout cas un groupe d'amis, souvent liés par une véritable amitié qui est celle de la vie, mais aussi par une amitié qui est celle du cinéma, de la création, de l'art et cette même, enfin, chacun habité par une conviction en tout cas qu'avec l'art, avec la création, on peut quand même quelque chose dans le monde dans lequel on vit. Quand je disais c'est pas un cours, tout simplement parce que je pense que quand on fait du cinéma, on peut jamais être un théoricien, on n'est qu'un praticien, donc c'est-à-dire quelqu'un qui au jour le jour, ou de film en film plutôt, remet un certain nombre de choses en question, repositionne vers l'horizon de nouvelles limites, essaye de tendre vers ces limites qui sont quand même quelque chose de l'ordre du dépassement chaque fois. Donc ça veut dire que la place de l'expérience est fondamentale. Les acquis, la certitude ou certaines certitudes, c'est nécessaire, mais il y a aussi toute cette place du doute et de laisser pas dans le sens simplement intellectuel du terme, mais vraiment s'essayer physiquement, s'essayer avec l'objet, l'outil et s'essayer aussi dans ce qui est de l'ordre de la rencontre avec l'autre. Quand on est dans le cinéma du réel, c'est pas quand même, enfin moi ma conception c'est pas de filmer l'autre, filmer les autres ou filmer un propos ou un sujet, mais avec des gens, ensemble décider de cheminer et quelque part oui avancer dans un corps à corps vers quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer et que l'on doit concevoir. Alors on a la magie du cinéma pour ça. Mais faire du cinéma pour moi aussi, c'est au-delà de chaque film qui est travaillé, réfléchi, remis en question. C'est aussi une manière de concevoir le quotidien habité par des films que je découvre, par de la musique que j'écoute. Ça fait vraiment partie de ma vie et pour ça j'ai des amis avec lesquels je peux partager ça. Ça pourrait paraître évident l'idée de partager de la musique, pas tant que ça. De quelle musique parle-t-on? Une musique quand même, je veux dire, il ne s'agit pas de classique contemporain, je veux dire, c'est une musique, peu importe le genre musical, mais qui explore là de nouveau. Et puis la littérature, qu'il s'agisse des essais philosophiques sur l'art, et puis tout simplement, voilà, la littérature dans le sens de raconter une histoire, parce que quand même, faire un film, c'est quand même voilà, un procédé narratif qui vise à raconter des choses. Alors je suis venu et j'essaye de chaque fois être accompagné d'un livre, et j'ai pris un livre qui a été écrit par Eugène Green, Poétique du cinématographe. Je ne sais pas si vous connaissez Eugène Green, qui a réalisé plusieurs films, dont ces derniers, c'est Le Fils de Joseph et La Sapienza. C'est un cinéma de la profondeur, un cinéma de l'âme, quelqu'un qui n'a aucun problème à parler de mysticisme dans son cinéma, d'un travail sur l'invisible. Et ce qui lui est particulier, c'est que c'est tout ce travail sur le texte. Lui parle du verbe, plus précisément, si ce n'est qu'on est dans de la fiction, et dans de la fiction pure, là, les textes sont dits avec la manière avec laquelle ils étaient dits à l'époque baroque, ce qui peut désarçonner, surprendre, décaler, nous décentrer dans un premier temps. Une fois qu'on lâche prise par rapport à cela, on est vraiment entraîné très très loin. Pour moi, c'est un petit ouvrage qui résonne un peu avec Le Temps scellé de Tarkovsky. En même temps, il y a des liens entre Tarkovsky et Eugène Green. En même temps, ça reste très différent. J'ai choisi 3 extraits comme ça, un peu presque au hasard, mais en même temps qui à mon avis, peuvent résonner avec l'installation et le film. Le visible et le caché. Pour les Grecs anciens, la vie d'un arbre était la circulation sous l'écorce de la sève et la présence dans le végétal d'un esprit, qu'ils appelaient une dryade. L'une était aussi réelle que l'autre, mais un homme pouvait constater la présence de la sève en faisant une entaille dans l'écorce, tandis que la dryade se rendait moins facilement accessible. En filmant un arbre, le cinéaste peut donner à voir l'écorce, et la sève, et la dryade. Voilà, pour moi, c'est ça. Le cinéma qui m'intéresse, c'est l'acte du cinéma. C'est toute cette question de... Alors là, on va pas parler du cinéma de fiction, mais restons dans le champ du réel. C'est bien entendu filmer l'écorce. C'est bien entendu par le biais de ce qui peut traverser un propos des gens ou une géographie, c'est faire apparaître cet élément de vie, cette énergie qui dans ce cas-ci pourrait être la sève. Et puis il y a
et moi c'est ce qui m'intéresse davantage, c'est ce qui est de l'ordre de l'invisible, c'est ce que lui appelle ici cet esprit qui peut traverser les choses, les êtres, qu'ils soient animés ou inanimés. Et c'est ce qui nous permet de réfléchir sur à la fois le sens de la vie et sur notre place et notre condition d'individu ici, tout simplement, dans le monde. Ceci nous amène progressivement à la fois au film d'hier et à la fois à l'installation. Cette question de l'invisible, moi c'est un terme à la fois que j'aime bien, à la fois que je trouve un peu lourd parce qu'il nous renvoie très vite à quelque chose de spirituel ou de mystique. Et c'est vrai que la dimension de l'invisible, dans la pensée mystique, c'est la finalité, c'est tendre vers cet invisible qui nous échappe, qui est secret, qui est caché et que l'on peut s'approprier, qui peut se révéler en nous. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut retrouver dans la pensée mystique. Le cinéma, pour moi, je dirais, à la fois, c'est justement toute cette tension et toute cette circulation entre le réel, le visible et l'invisible. Le cinéma ne peut pas être simplement l'expression d'une pensée mystique. Et je dirais les choses autrement. Peut-être que le cinéma, vous savez, quand on roule en voiture, il y a cet angle mort. Que l'on regarde à gauche, à droite ou dans le rétroviseur, on ne voit pas. On peut ne pas voir le surgissement d'un animal sur la route, ou en tout cas d'un véhicule qui nous dépasserait quand on essaye de se rabattre. Dans le terme angle mort, là tout de suite on pense à l'accident. Peut-être que l'angle mort, c'est cette partie du monde, cette partie de nous-mêmes, d'où survient l'imprévisible, la lumière, l'accident aussi peut-être, mais ce qui quelque part nous échappe. Et le cinéma, c'est de travailler ça aussi. C'est peut-être de se positionner à certains moments dans cette partie de nos êtres et dans cette partie du monde que l'on pourrait dire qui est l'angle mort, voilà, tout simplement de nos existences. Que ce soit dans le film d'hier et dans l'installation, je pense que c'est là que je me positionne, moi, en tant que cinéaste, où c'est ce vers quoi je tends, c'est ce vers quoi j'essaye d'amener le spectateur dans un partage, dans une communion. Tu en as parlé hier lors de la présentation du film, c'est assez évident. D'une certaine façon, Les Éternels prend la suite des Tourmentes. Dans le film précédent, je suis amené à visiter des comptes rendus médicaux dans un hôpital psychiatrique dans le fin fond de la Lozère. Si on avait pu faire un bout de chemin ensemble, je suis certain que je vous aurais aussi emmené quelques instants là parce que c'est un endroit tout à fait étonnant et hors du temps. Et quand on rentre dans ces archives, on reprend le fil de l'histoire, de l'ordre et du désordre du monde parce que la folie, c'est bien de ça dont il est question. En cherchant dans ces archives, j'étais tombé sur une période de l'histoire de l'hôpital, les années 20, où il y a quelque chose de très particulier qui s'est passé, c'est-à-dire que l'on a enfermé des Arméniens, c'était assez nombreux, qui avaient fui le génocide en Turquie, qui lorsqu'ils sont arrivés en France par bateau ont perdu pied. Bon, alors il y a des Arméniens qui de l'époque ont été envoyés à Valence, à Montpellier, donc différentes villes du sud de la France jusqu'à Lyon. Dans ces différentes villes, il y a pas mal d'Arméniens qui ont été enfermés, et ceux qui étaient à l'hôpital de Saint-Alban, on les a enfermés dans un lieu carré, à l'intérieur du château, qu'ils appelaient le carré des Éternels. Pourquoi est-ce qu'on les avait enfermés? Parce que tout simplement, dès qu'il y avait la possibilité pour chacun d'aller se promener, ils fouillaient, ils prenaient la fuite et ils partaient dans la montagne et c'était impossible de les retrouver. Et donc de fil en aiguille, en lisant et en découvrant ces comptes rendus médicaux les concernant, j'ai pris connaissance de cette douleur, de cette affection de l'âme qu'on appelle la mélancolie d'éternité et qui touche en général les gens qui ont vécu des situations douloureuses, liées à des massacres, liées à des génocides, liées à la guerre, tout simplement. Et souvent, ça habite des gens qui sont des survivants et qui n'acceptent pas, au fond d'eux-mêmes, d'avoir survécu et pas les autres. Pas dans l'absolu, pas intellectuellement. C'est l'idée que toutes vos familles, votre famille ou votre village a été décimé et vous avez survécu. Comment cela est possible? Et donc à un moment, voilà, ça peut procurer un certain nombre de décalages à l'intérieur de soi ou de dérèglements et ça peut se manifester par cette mélancolie d'éternité dont on dit que c'est la plus grave des mélancolies. C'est quand vous pensez que tout à l'intérieur de vous-même est mort. Voilà. Le sang ne circule plus, le sang est vicié, votre cœur ne bat plus et néanmoins vous continuez à vivre. Vous voudriez la mort, vous attendez la mort et la mort ne vient pas. Ça, c'est historiquement, dans mes recherches et à cette époque, ce que j'ai découvert par rapport aux Arméniens et à ce type de mélancolie qu'ils ont rencontré à ce moment de leur histoire. À ce moment-là, je travaillais sur un film, Les Tourmentes, que vous n'avez pas vu, où j'ai repris un rituel
de la région, des Cévennes. Donc lorsque, dans des temps de grands vents, de neige, de tourmente, des gens qui étaient dans la montagne se perdaient, les bergers sortaient leur troupeau, ensonnaillés, ils leur mettaient leur sonnaille et ils essayaient de rappeler ces gens avec les chants des sonnailles. Et donc moi je me suis ressaisi à cette époque de ce rituel, de ce mythe d'une certaine façon, qui n'était plus pratiqué. Je me le suis réapproprié et je l'ai revivifié par l'acte du cinéma, par l'acte de création, en le mettant en confrontation, en tension avec le monde aujourd'hui. Et entre autres, le monde de la folie, qui est une autre forme de tourment. Et donc c'est ce qui fait que pendant ce film-là, j'ai travaillé aussi, ou pour ce film-là, avec des patients de l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban. Je ne vais pas refaire l'histoire de ce film-là. Ce qui m'importe, c'est l'usage du mythe. Je trouve que c'est important que tu fasses cette genèse, parce que ça nous donne aussi une clé de lecture des Éternels. C'est un film qui tricote 3 dimensions, à la fois le conflit actuel, évidemment, à la fois la mémoire du génocide, et entre deux se glisse cette notion du mythe, des tourmentes. Tu parles des tourmentes des Éternels et de Nouménie, voilà, qui est aussi, je veux dire, à la base, un mythe à part entière qui se retrouve de nouveau revivifié par l'acte de création. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Pourquoi on fait du cinéma? On ne fait pas du cinéma pour soi, on est dans un acte de partage. On fait un film pour qu'il puisse être vu, pas fondamentalement dans des festivals et dans des compétitions, tout simplement pour qu'il puisse être partagé. Partager quoi? Pour ne pas systématiquement non plus pour donner lieu à des débats, mais pour que quelque part il puisse y avoir une expérience des sens et du ressenti. En commun. En même temps, on est dans un monde, vous êtes plus jeune que nous, mais en même temps, vous avez une expérience de vie assez grande que pour accepter l'idée que l'on vit dans un monde difficile, compliqué. Ça va pas. C'est pas ce monde-là dont on a envie. La question n'est pas de faire du cinéma pour changer le cours de l'histoire, le cours des choses, mais en même temps, avec le cinéma, qu'est-ce que l'on peut? On peut décentrer un certain nombre de choses à l'intérieur de nous-mêmes, mettre en éclat des certitudes, des choses qui nous ont été enseignées, qui nous ont été transmises, tantôt par l'école, tantôt par la famille, tantôt par des amis, tout simplement aussi tantôt par un bref parcours de vie. Mais en même temps, voilà, je pense que c'est ça que l'on doit mettre en mouvement à l'intérieur de chacun par l'acte du cinéma. Ce qui distingue probablement le cinéma du réel du documentaire ou, bien entendu, du reportage qui se joue vraiment dans le présent et dans l'action, c'est qu'en général, le cinéma du réel arrive après les événements, ce qui est plutôt bien. Quand on fait un film qui est tellement à chaud en lien avec les événements, il faut tellement de temps pour formellement, narrativement arriver à quelque chose de fort, de puissant, qui fait sens, que lorsque le film vient et sort, si on est resté accroché au présent et au réel dans le premier sens du terme, on est déjà dépassé par les événements. Le cinéma ne travaille pas les événements, il travaille ce qui est à l'origine des événements. Ça nous pousse à quoi? À revenir en arrière, à revenir vers l'histoire. Lorsqu'on revient vers l'histoire, je trouve, de manière générale dans le monde dans lequel on vit, c'est souvent de manière, ou presque toujours de manière analytique, définitive, arrêtée, et passive. Voilà. On est des observateurs de ce qui s'est passé antérieurement. Or, en même temps, tout le sens de la vie, lorsqu'on se penche sur l'histoire et les événements du passé, c'est peut-être essayer de déceler dans ces événements du passé l'énergie qu'il y avait et de pouvoir essayer de comprendre comment des événements ou ces mêmes événements auraient pu se dérouler, se développer autrement et peut-être modifier quelque peu le cours de l'histoire. Dans l'art contemporain, ce rétroacte de l'histoire est emprunté et est relativement courant. Dans le cinéma, on revient donc systématiquement ou régulièrement sur ces événements de l'histoire. On essaye d'en capter l'énergie pour nous éclairer sur un certain nombre de choses aujourd'hui. Mais en même temps, il y a une distinction entre l'histoire et le mythe. Le mythe a d'abord, pour moi, une dimension qui est unique et différente de celle de l'histoire, c'est qu'il nous appartient à tous, quelle que soit notre culture. Ce que charrie un mythe à la base fait fi d'entrée de jeu
de ce qui est de l'ordre des caractères d'identité, d'une culture, d'une temporalité. Un mythe peut traverser toutes les époques. Mais le mythe a cette autre particularité qu'il est porteur d'une dimension magique. C'est-à-dire qu'il peut amener l'individu, lorsqu'il croit qu'il est habité par cette croyance que véhicule, par cette croyance qui est à l'intérieur du mythe, il peut être amené à vivre et à atteindre des choses qui ne sont pas possibles dans son quotidien. Et l'acte du cinéma, c'est un peu cela déjà, c'est un acte magique, c'est rendre des choses perceptibles alors qu'elles ne le sont pas, c'est ouvrir une brèche pour que ce qui est de l'ordre de l'invisible devienne visible. Et en même temps, c'est aussi peut-être cette possibilité de s'emparer d'un mythe, de ce qu'il charrie, pour le mettre en tension avec des événements de l'histoire et faire résonner ça autrement. C'est ce que j'ai essayé de faire tant dans Les Tourmentes qu'ici, dans le film Les Éternels, en me réappropriant, quelque part en tant que cinéaste ce mythe du dernier homme, et puis essayer d'amener d'autres gens que j'ai rencontrés à l'intérieur de ce mythe pour qu'ils le portent avec moi et que par l'acte du cinéma, on se questionne ensemble et on vive ensemble des choses qui sont de l'ordre de la vie des hommes et de la condition humaine. De manière générale, la fabrication d'un film, le désir d'un film ou d'une installation est quelque chose qui vient, qui advient. Ce n'est pas une décision mûrement réfléchie un an auparavant ou de se dire je vais faire ce film-là mais je ferai bien aussi une installation. À un moment, il y a presque un besoin de reprendre des images et des sons et de les remettre au travail. Donc moi je tourne l'ensemble de mes films en pellicule, Super 8 et 16 mm. Donc je travaille avec peu d'images quand je fais un film. Et en même temps, j'ai l'impression chaque fois de laisser de côté des images qui m'étaient importantes. Et des images, lorsque je les regardais avant le montage, je me disais c'est certain que je vais y avoir recours parce que c'est pas qu'elles sont belles, c'est qu'elles font sens, c'est qu'elles incarnaient exactement ce que je voulais dire. Et puis à un moment, dans le montage qui se développe, il faut abandonner ces images. Et les abandonner, c'est pas les abandonner définitivement, c'est des images qui sont toujours là, qui m'habitent, sur lesquelles je reviens et qui à un moment ressurgissent d'une manière telle que de toute évidence, je vais les remettre au travail. Et c'est ce qui s'est passé ici avec donc le montage des Éternels, c'est terminé plus ou moins au mois de juin. Dans ce processus de fabrication des Éternels que vous avez vu hier, j'ai l'impression d'avoir traversé un territoire, une géographie qui est à la fois celle du réel mais en même temps habité par une forme de magie que j'évoquais tout à l'heure et que j'ai eu envie de poursuivre par le biais d'une installation, avec l'idée que l'installation n'allait certainement pas être une adaptation des Éternels, ce que ça n'est pas, ni un résumé de mes films précédents dès lors que j'allais travailler avec les images de mes films précédents, ou, même si elles n'avaient pas été utilisées, mais enfin des tournages des films précédents. Non, que c'était quelque chose de tout à fait différent qu'il fallait concevoir dans la manière de regarder, de ressentir d'abord les images, de ressentir les sonorités et finalement de laisser au spectateur encore plus de liberté que dans les films. Moi, dans mes films, je donne quelques balises, les 3 cartons, les 3 panneaux, avec les 3 mots, presque comme dans un dictionnaire, et puis voilà, c'est les 3 balises, et puis chacun de faire son voyage, et le voyage de chacun sera différent. Et pour moi, c'est très important finalement d'amener le spectateur, non pas dans le même voyage que celui que j'ai vécu, mais quand même dans quelque chose qui n'a pas l'habitude de vivre par ailleurs. Et l'installation, c'est peut-être encore concéder, laisser aux spectateurs, aux autres, encore plus de liberté. C'est à la fois moins de balises, c'est une manière de déambuler autrement, à travers les images, à travers les sons. C'est aussi amener le spectateur à concevoir autrement sa concentration. Quand on entre dans une salle de cinéma, le film fait 1h20, à moins qu'on n'aime pas du tout, en général on reste. Il y a presque une petite obligation de rester dans une salle de cinéma, dans un lieu d'art contemporain, ou dans un lieu où se joue une installation. Alors là, on est libre, je veux dire,
Oui, c'est ça, on se pose encore moins la question de savoir s'il faut éteindre le portable. Donc, c'est assez curieux. Dans une installation, c'est octroyer encore plus de liberté au spectateur et en même temps, c'est attendre de lui qu'il ait encore beaucoup plus d'exigence et de concentration que quand il va voir un film. Moi, c'est ce qui m'intéresse, voilà, c'est amener l'autre à ce que sa sensibilité soit remuée. Et je pense qu'on doit vivre ce retournement intérieur pour qu'à un moment, notre esprit se remette à réenvisager les choses autrement. Je pense qu'il y a vraiment trois choses. C'est nous, dans des sociétés telles que la nôtre, libres, on dispose d'abord de cette liberté de mouvement que bien des gens n'ont pas ou non plus dans le monde. C'est se la réapproprier, pour bouger, pour aller vers l'autre, pour s'essayer, pour tendre vers les limites, toutes les limites. C'est ensuite de pouvoir se redonner la possibilité, là je parle même en dehors du cinéma, se laisser la possibilité de rééprouver, d'éprouver le monde, ce qui nous entoure. Et puis ensuite, essayer de trouver du sens ou un sens nouveau aux choses. L'acte du cinéma, c'est un peu celui-là. Et quand je parlais de liberté de mouvement, pour moi, ce mouvement, il est important. On a souvent parlé de filmer à la bonne distance. C'est quoi la bonne distance ? C'est la première des choses. Chacun filme à partir de la distance qui lui convient le mieux. Et puis au-delà de ça, c'est comme quand on parle de distance, ça voudrait dire qu'à un moment, le cinéaste arrête une distance et fige cette distance. Alors que le cinéma, pour moi, ce n'est que ce mouvement. Enfin, moi, cinéaste, vers vous que je vais filmer, et de vous vers moi, avec lesquels on va faire, enfin, ensemble, on va faire ce film. Je me donne 3 ans pour faire un film, mais c'est une équipée de 3 ans dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de ma vie dans le cinéma, il s'agit de ma vie tout court, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. C'est le cinéaste nourri de son expérience du film, de son expérience de cette période-là, dans tous les sens du terme, cette expérience de rencontre avec les gens avec lesquels il va faire le film, et puis nourri de ses lectures, de toute sa curiosité, de son éveil. Et à un moment, voilà, le film, pour moi, c'est ce qui doit rester de tout ça. Il y a toujours inévitablement, pour le coup, quelque chose d'austère, parce que ce qui reste, c'est une colonne vertébrale, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'épure. Donc finalement, de tout ce qui est, comment dirais-je, consensuel, facile, tout cela ne doit plus rester dans le film. C'est pouvoir aussi se séparer de tout ça, de se séparer du confort, de se séparer de l'idée de plaire au plus grand nombre, de plaire à tout le monde. C'est pas ça faire un film. Les films où, par rapport auxquels les gens disent unanimement c'est magnifique, c'est superbe, c'est pas intéressant. Un film, c'est quand même l'aboutissement d'une très longue prise de risque et d'une très longue traversée du danger, même d'un danger par rapport à soi-même. C'est Pasternak qui disait quand on est dans un acte de création, il faut presque prendre le risque que l'on peut périr. Donc voilà, alors mon travail sur le texte, c'est un peu ça. Je dirais ce qui exprime peut-être le plus cette essence même de ce que j'ai exprimé au cours de cette équipe de 3 ans, c'est ce texte, ce travail sur le texte, d'une part, et ce que recèle le texte. Ce n'est pas un texte de poésie, ce n'est pas un texte de littérature, c'est un texte de cinéma où finalement chaque mot a son importance. Assez tôt, lorsque je le rédige, je l'imagine déjà en cinéma dans le film et sous la forme de sous-titres. On peut passer un temps énorme et beaucoup d'attention à faire des images remarquables. On est content des images, les gens disent « quelles superbes images », et puis à un moment arrive la post-production et s'impose le sous-titre. Et en général, le sous-titre, 2 lignes centrées, bien gros, bien gras, pour que ce soit bien visible par tout le monde. Et ça prend une place incroyable dans l'image. Donc, moi, je pars sur l'idée que tout simplement, est-ce que l'on ne peut pas faire du sous-titre aussi un élément narratif ? Dans certains de mes films, d'ailleurs, j'ai refusé délibérément d'utiliser 2 lignes. Je n'utilise qu'une ligne et je fais un gauche-droite, plutôt qu'un central, parce que je ne comprends pas pourquoi on doit absolument mettre les sous-titres au centre et aussi haut dans l'image. Mais au-delà de ça, quand on regarde un film, par exemple prenons Les Éternels d'hier, moi, ceux qui parmi vous connaîtraient l'arménien, tous les autres ont une partie de leur attention qui est tournée vers ces sous-titres. Ces sous-titres constituent pour moi
réellement, non pas simplement un élément narratif, mais une rythmique dans le film. Et cette rythmique, je veux la travailler, je souhaite la travailler en amont lorsque j'élabore ce texte. Donc tout ça pour dire que lorsque je déploie ce texte dans l'écriture, déjà, je suis en train de l'organiser sous forme de sous-titres. Il y a ce travail d'épure, mais il y a aussi ce travail de rythme, de partition. Là, pour moi, le texte est vraiment la partition du film, la colonne vertébrale de ce qui va porter le reste. Պիտի տեսնես, թե ինչպես է հոսում ընկերների տարյունը, որ հասկանաս. Juste un petit autre extrait. Il ne faut pas confondre la température de la lumière, au cinéma bien entendu, avec son énergie essentielle. À l'étalonnage, on peut réchauffer le teint blafard d'un éclairage électrique, mais on ne peut jamais lui donner l'énergie spécifique que dégage une flamme. Pourquoi le 4/3 ? C'est pas par hasard le 4/3. C'est un choix très précis. Le 4/3 correspond, j'ai l'impression, mais c'est tout à fait subjectif, que c'est plus en lien, en adéquation avec mon regard que le 16/9 qui se retrouve, voilà, un peu, c'est comme si on tirait pour permettre aux autres de voir davantage. Et puis tout simplement, très pratiquement, je travaille avec une caméra 16 Bolex qui est en 4/3, que je pourrais faire transformer en 16/9. Et en effet, je peux adhérer à cette proposition que le 4/3 serait la forme de l'esprit, mais bon, ça pourrait être l'inverse aussi. Je dirais plutôt, au-delà du format, ce qui brasse davantage le corps, l'essence et l'esprit, c'est à la base la pellicule. On est tout de suite dans une autre matière qui est, me semble-t-il, beaucoup plus organique. C'est en tout cas comme ça que je le ressens. Et dans la manière avec laquelle on tourne, ou je tourne en pellicule, j'ai l'impression que je suis vraiment en corps à corps, que c'est même plus un outil. C'est comme si la caméra était l'extension de mon corps, ou quand je dis de mon corps, là, plutôt de mon intériorité ou de mon âme. J'ai toujours trouvé que dans la manière avec laquelle on tient la caméra Super 8, il n'y a plus aucune caméra comme ça. On la tient à bout de bras, comme une arme. On peut même tendre le bras pour essayer qu'il y ait le moins de mouvement possible. Il y a néanmoins encore cette vibration, ce vibratil. C'est Vincent Dieu qui parlait de vibratil. Et dans toutes les autres caméras, il y a toutes ces vibrations dont on voudrait bien se défaire, et on passe même par des stabilisateurs d'image. D'ailleurs, dans les menus, il y a déjà des stabilisateurs d'image. Alors que là, avec la caméra Super 8, ou même la caméra 16, on est avec ce léger mouvement intrinsèque qui, pour moi, est celui, c'est du vibratil, c'est plus de la vibration. Et qu'on travaille la pellicule, c'est qu'en fait, on est obligé d'avoir cette patience. Quelle patience ? Outre le fait qu'on ne va pas pouvoir tourner 60 heures d'image, mais plutôt 10 heures d'image. Donc là, ça va plutôt demander de la concentration et de l'éveil. Non, la patience dans le sens où on filme, on peut même filmer pendant un mois. Ce n'est qu'un mois après le retour, en général, que l'on reçoit ces images. C'est comme une lettre. C'est tout ce qui distingue le texto et l'email que l'on envoie dans l'immédiateté de la lettre que l'on envoie à quelqu'un ou que l'on attend pendant 1 mois, 2 mois. Vous vous retrouvez avec ces images et vous les découvrez pour la première fois. Votre attention est bien entendu très différente. Et puis l'idée, c'est à partir de ces images que vous découvrez, qui font sens, mais qui n'iront peut-être pas dans le sens du film monté in fine, mais ce sont ces images qui vous font repartir. Et puis là, de nouveau, vous devrez attendre. Et puis vous êtes face à ces images et il y a, dans bien des cas, ce que vous attendiez. Et puis il y a ce qui est de l'ordre de l'imprévu, presque de l'accident. Il y a des plans ici dans l'installation où on a des superpositions d'images. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça ne s'est pas du tout fait, cette superposition au montage. C'est en fait un accident. C'est que devant l'obturateur, la pellicule s'est repliée sur elle-même 3 fois. Ces accidents en général, je les vis comme des expressions, mais presque magiques, de l'inattendu.
contrairement à l'image, la matière sonore est généralement très importante. Il faut vraiment avoir une très large palette de sons qui doit être récoltée dans le temps du tournage, sur les lieux du tournage, à côté, pendant des films comme ceux-là, ce sont des longues déambulations, il y a beaucoup d'heures de voiture, on s'arrête par moment, et c'est un peu comme pour l'image, il faut toujours avoir les oreilles ouvertes, et puis quand il y a quelque chose qui vibre dans l'air qui pourrait faire sens, on essaye de le capturer à ce moment-là, et puis ensuite, on retravaille encore ces sons en situation, donc dans l'air, dans des lieux, fermés, des lieux ouverts, ou dans lesquels le vent rentre. Enfin, il faut faire preuve d'inventivité, parce que dans les films de Pierre-Yves, dans celui-ci, donc Les Éternels, comme les précédents depuis qu'on a abandonné le synchrone, eh bien, aucun son n'a été retravaillé en studio. Il n'y a aucun effet. Cette idée, au fond, de dépasser le direct, de renoncer, entre guillemets, au son synchrone, pour construire autre chose, pour te donner une autre liberté. Il y a eu un moment comme ça où tu t'es dit, je vais pouvoir expérimenter différemment le cinéma en me libérant de cet arrimage nécessaire au son synchrone. Il y a eu un moment, un espèce de déclic où c'est venu petit à petit. Un déclic, oui, petit à petit, ce qui est venu, c'est un peu comme... Oui, mais comme tout un chacun, je veux dire, de pouvoir faire des films dans le cinéma du réel, mais en donnant au son une possibilité de narration sonore. Et donc voilà, on essaye de travailler les sons d'une certaine manière pour que ça raconte ça, que ça aille dans ce sens-là. Si ce n'est qu'à un moment, je trouve que quand on est dans le synchrone, on a beau enrichir la matière sonore, ou la bande-son, pour ceux qui appellent cela la bande-son, on reste quand même presque dans du synchrone ou dans du synchrone amélioré. Alors c'est pas un moment l'idée de passer du tout au tout. Par contre, un moment décidé de travailler avec de la Super 8 et du 16, et donc je me suis retrouvé en muet, tout simplement. Et donc là, avec une contrainte énorme, mais en même temps, ce qui est devenu une liberté énorme. Ça induit une chose importante, c'est la nécessité de concevoir le son comme un élément narratif, non pas également, mais presque principal. Et donc c'est tout un travail qui commence dès les prémices d'un film, durant les repérages. L'idée par exemple d'un vent, là par exemple je pourrais dire aujourd'hui, je vais aller faire demain un film dans un endroit venteux, j'ai assez de vents qui ont été récoltés pour qu'ils soient utilisés dans ce nouveau film. Eh bien non. Je pars sur l'idée que je ne vais utiliser aucun des sons, des dizaines d'heures de sons que j'ai récoltés dans les films précédents. Et donc c'est l'idée à un moment, j'arrive dans un nouveau lieu, c'est de me laisser envahir par les sonorités de l'environnement. Et souvent le vent est un beau révélateur, parce que je me rends compte que c'est encore un autre vent. Et si c'est un autre vent, la plupart des sons seront aussi différents. C'est m'immerger dans ces sonorités et puis, comme disait Alain, les récolter. Et à un moment, de la même manière qu'un puzzle se crée avec les images que je reçois, c'est l'idée de reprendre ces sons et de faire en sorte qu'ils se retrouvent transformés. Nous, on part sur l'idée, contrairement à ce que des gens peuvent vous dire, qu'on peut tout faire en post-production à partir d'ordinateur. Eh bien non, nous on a pris le parti pris que toutes ces transformations sonores se font en amont, avant d'entrer en montage, avant d'aller vers la post-production. Donc c'est sur le terrain que ces sons sont mis en transformation. Alors de différentes façons, souvent on prend les sources et on les rediffuse, mais pas n'importe comment, n'importe où, dans des lieux que l'on choisit, dans des cavités, là où d'autres sons pénètrent. Et cette interaction entre les sons, sources récoltées, et les nouveaux sons constitue une performance en tant que telle sonore et génère de nouveaux sons. Et on fait cela jusqu'au moment où les sons, qui sont les sons sources, deviennent non reconnaissables. Qu'on ne puisse plus dire « Ah ben ça c'était un vent à la base ». Mais là, par rapport à la question de la musique, j'ai, au fil des années, oscillé entre deux choses. La première qui était de dire
il n'y a pas besoin de musique. Pourquoi mettre de la musique? Je me souviens de cours que je donnais. Je disais surtout ne mettez pas de musique. Et j'accompagnais des gens dans leurs films en disant en tout cas, non, voilà, moi, il y a une rigueur, il n'y aura pas de musique. Et donc comme quoi on peut aussi remettre des choses en question. J'avais l'impression que à l'époque, quand on choisissait bien une musique, ça fonctionnait toujours et qu'en fait, dans le cinéma et dans un film, cette idée que ça fonctionne bien n'a pas lieu d'être. Donc voilà, j'avais l'impression que c'était presque une voie de facilité. Et en fait, comment est-ce que j'en suis arrivé dans les 3 derniers films, finalement, à avoir recours à de la musique? C'est parce que dans la manière de composer de Richard Skelton, j'ai ressenti quelque chose de très lié par rapport à mon univers, à ce que j'essayais de mettre au travail. Donc, comme une réponse organique à ce que moi je proposais, tantôt avec les images et tantôt avec la création sonore. Et pour ce film-ci, Richard Skelton, vous allez voir, lui c'est vraiment un artisan dans le plein sens du terme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait à la fois de l'édition, qui compose, qui veut garder une emprise totale sur son œuvre. Non pas pour des raisons financières, non pas parce qu'il est parano, mais parce que pour lui c'est important à la fois de pouvoir être en lien avec les gens qui commandent, qui lui achètent par exemple une partie de son œuvre. Je me souviens qu'au départ, il venait de sortir telle et telle pièce musicale, il les envoyait sur CD, mais il fabriquait le boîtier. Et il vous demandait qu'est-ce que vous voudriez comme dédicace, mais pas la dédicace dans le sens du comment dirais-je, pour Pierre-Yves, non. Quel mot vous voudriez voir figurer sur ce disque ou cette plaque, sur le CD ou sur la plaque de vinyle? Donc, une manière de faire et de concevoir l'art et la création qui me plaisait beaucoup. Je lui ai dit, voilà, moi je voudrais cette fois-ci partir d'une pièce arménienne, mais j'ai pas envie que ce soit une adaptation d'un classique arménien par Richard Skelton. Et il m'a dit un jour, voilà, j'ai choisi ce morceau, Krunk, qui est une composition, un morceau, une pièce importante dans l'histoire musicale des Arméniens, puisqu'elle a été composée par Komitas, qui voilà, est un grand compositeur. Et il m'a dit, bah voilà, laisse-moi faire, j'ai envie de venir avec quelque chose de différent, de nouveau, et tu mettras ça au travail, ou pas, avec tes images et avec tes sons. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. Et voilà, de lui laisser à lui cette liberté par rapport à sa création musicale et qui m'est parvenue de nouveau avec cette impression de dimension organique. Si une musique apparaît comme étant une couche en plus ou plaquée sur le reste, ça ne sert à rien. La musique conçue comme ça dans un film, pour moi, c'est important. Mais là, de nouveau, il faut y aller avec parcimonie parce qu'un peu trop ou pas assez, et ça raconte autre chose. Avec chaque pièce musicale qu'il nous a envoyée, on reprend sa composition, et là, comme pour les autres sons, on soumet sa musique à un processus de transformation. Autant il peut y avoir 10 ou 12 heures d'images, autant il y a des dizaines d'heures de sons pour chaque film collectés et retransformés. Mais sans qu'ils soient transformés, prenons par exemple les vents, vous pouvez vous retrouver avec 35 ou 40 vents. La question n'est pas de savoir, on arrive au montage en se disant on a une belle réserve de vents, parce qu'une fois que vous êtes face à ces 50 vents, lequel vous choisissez, il est trop tard pour dire au monteur. Donc ça veut dire que bien longtemps en amont, il faut, c'est ma petite méthode, mettre tous ces sons qui se déploient en arborescence et leur trouver des noms, des catégories, comme des tiroirs. Mais les tiroirs ne suffisent pas, parce que comme je dis, s'il y a le tiroir vent et qu'il y a 50 vents, vous n'êtes pas beaucoup plus avancé. Mais à un moment, apparaît la nécessité de nommer chaque son. Ce n'est pas le nommer vent 1, vent 2, vent 3, mais tel que vous le recevez. Un vent qui crie, un vent qui pleure. Et puis, c'est aussi à un moment savoir que sur cette pièce qui fait 5 minutes de vent, en fait, ce vent-là correspond au vent pleurant, je ne sais pas quel numéro 3, mais qu'à tel endroit, il y a ce petit accident, ce petit quelque chose que vous allez nommer aussi. Et ce qui est important, c'est presque un travail d'abord, il faut réécouter ces sons, les écouter, les réécouter, et qui fassent partie à un moment à la fois de vos tournages, de votre quotidien, et à un moment pouvoir parvenir à, quand vous êtes au montage et dans ce maillage, parce qu'au moment du montage, il s'agit bien d'un maillage d'entrée de jeu entre la première image et des sons. Et on est donc à la fois là dans quelque chose qui est contrôlé, mais aussi
de l'ordre de la performance, de l'aléatoire. Parce que dans bien des cas, on peut avancer sur les 5 premières minutes de montage. Et si on avait choisi d'autres sons, le montage du film, le récit du film serait parti peut-être légèrement dans une autre direction. Quelle part de mise en scène, je suppose qu'il y a une mise en scène, parce que vous avez déjà choisi les gens auparavant, et deuxièmement, votre rapport au cadre et surtout particulièrement filmer les gens, parce que dans ce dernier film, le seul que j'ai vu, c'est des contre-plongées, des plans très, très près des visages, sur des lumières qui sont très, très assez dures comme ça. Je me rends compte, avec le temps, j'ai un besoin de plus en plus récurrent de filmer. L'idée de me dire, voilà, j'ai terminé ce film-ci, je suis en train de réfléchir à un nouveau, me dire je vais attendre 1 an et demi que la production soit établie pour recommencer à filmer, non, je ne peux pas. J'ai l'impression, ma manière d'agir un peu sur le monde et dans le monde dans lequel on vit, c'est par le biais de ce corps à corps, justement, avec le cinéma, mais aussi avec cet outil, cette caméra. Je crois qu'il y a des gens qui peuvent finalement sur un même tournage changer 3 fois de caméra ou pour chaque tournage changer de caméra. Moi, ce sont en fait d'abord des caméras qui sont en bon état, mais anciennes et d'occasion, qui continuent à être en bon état, mais que je garde avec moi tout le temps, que je prends avec moi. Non pas, je ne sais pas ici, mais quand je dis je les prends avec moi, c'est qu'en fait je finis par bien les connaître. Qu'elle ce soit caméra Super 8 ou caméra 16 mm, bien les connaître, non pas pour savoir que je pourrais entendre s'il y avait un défaut ou ce genre de choses, non. C'est qu'en fait, plus le temps passe, plus je tourne avec ces 2 compagnes, que sont les 2 caméras, plus finalement j'arrive à aller loin, essayer des choses, m'adonner à de nouvelles choses, à tendre vers de nouvelles limites dans la manière avec laquelle je filme des lieux, je filme des choses, je filme des gens. Et probablement que ces courses qu'il y a dans ce dernier film, je n'étais pas prêt à le faire dans le film précédent. Je suis dans une torsion de mon corps, je veux dire dans un exercice physique. Et pourquoi ? Non pas pour la prouesse de filmer autrement ou d'amener de nouvelles images, mais probablement parce qu'il y a là une autre manière de montrer l'autre, ou le mystère, ou le quelque chose que l'on ne voit pas et qui habite l'autre, ou la nature, tout simplement. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire avec le regard de tous les jours, avec nos yeux. Et en ça, le cinéma nous permet ça. Peut-être là, on revient à cette question que j'évoquais, cet exemple de l'angle mort. Ça allait se situer là-bas, voilà. Et l'outil nous aide à ça.